Alors, bon, c'est un vrai plaisir de répondre à l'invitation de Claude, d'abord de vous rencontrer, mais aussi d'avoir l'occasion de dire l'admiration profonde et sincère que j'ai pour Claude et sa façon de renouveler profondément notre façon de voir les choses et de mélanger plusieurs disciplines. Et ça, c'est bon, voilà, c'est un aveu d'admiration sincère et profond, Claude, vraiment. Et du coup, j'étais doublement content de vous rencontrer et de revoir Claude aujourd'hui autour de cette idée que la notion de coopération a émergé tardivement et lentement dans l'histoire des sciences. Et j'aimerais vous parler un petit peu de ça. Je parlerai un peu de mon domaine de recherche au passage, mais cette idée qu'il y a de la coopération entre des individus, je vais surtout rester sur des individus d'espèces différentes, c'est quelque chose qui apparaît tard. Que dans les relations interspécifiques, il y a des relations de prédation qui sont nuisibles à l'un des partenaires. Qu'il y ait des relations de compétition. Là, par exemple, ça commence bien, mais il n'est pas dit qu'à la fin, il n'y ait pas un petit peu de bataille entre les lions pour les derniers morceaux de chair. Hein. Qu'il y ait des relations de compétition, des relations de prédation ou de parasitisme, tout cela était anciennement connu, et ça va d'ailleurs être le cœur de l'origine des espèces de Darwin et de l'émergence de sa vision de l'évolution, où il nous dit que toujours les espèces, même là où elles sont abondantes, elles souffrent à certaines périodes de leur vie de leurs ennemis et de leurs compétiteurs, et que finalement ça c'est séminal, c'est central dans la vision de sa théorie, des mécanismes qu'il propose de l'évolution, parce que finalement c'est ceux qui échappent aux prédateurs et qui sont les meilleurs à la compétition qui vont finir par être capables de se reproduire et transmettre ce qu'ils sont. Alors, il existe quand même des relations dans lesquelles on ne voit pas de compétition ou de prédation. Le poisson-clown est assez intéressant de ce point de vue-là. Il a sur ses écailles un mucilage qui l'empêche de souffrir des tentacules de l'anémone qui sont extrêmement vulnérantes. Et ces poissons-clowns vivent en groupe, des groupes d'ailleurs très complexes, en se battant pour ce qui est à la fois la bouche et l'anus de l'animal, et on voit que les plus gros gagnent, parce qu'en fait, c'est là qu'ils se nourrissent. Ils vont parfois chercher la nourriture à l'intérieur même de la bouche, ou, regardez, les pelotes fécales sont consommées par les plus gros individus qui réussissent à garder la proximité de la bouche. En fait, ce sont les pelotes fécales qui les aident à se nourrir. Bon, ils vont aussi rôder à droite à gauche pour chercher des aliments. Et ces poissons-clowns ont un effet positif sur l'anémone, c'est qu'ils urinent. Or, dans leur urine, il y a de l'azote et du phosphate, et ça va être capté activement par les tentacules d'anémone pour nourrir les petites algues symbiotiques qui vivent dans les tentacules et qui donnent un complément de carbone à l'algue en faisant de la photosynthèse, mais il faut de l'engrais pour nourrir des algues. Et donc, derrière le poisson-clown se cachent en fait 3 coopérations, celle de l'anémone avec ses petites algues qui la nourrissent en partie des produits de leur photosynthèse en échange d'un peu d'azote et de phosphate, et puis celle avec le poisson-clown et l'anémone, où l'urine du poisson-clown est une ressource pour l'association. Oui, il y avait 2 associations à bénéfice réciproque derrière cette image. Étudiant de telles associations, notamment marines, Van Beneden, un Belge, écrit en 1875 que les secours entre les animaux sont tout aussi variés que ceux qu'on trouve parmi les hommes. Alors là, il y a un certain anthropomorphisme dans ce qui va suivre. Les uns reçoivent domicile, d'autres la table, d'autres le vivre et le couvert. On trouve un système complet de logement, d'alimentation, à côté des institutions philosophiques les mieux combinées. Bon. Mais si à côté de ces pauvres, on en voit d'autres qui se rendent mutuellement des services, il serait peu flatteur de les qualifier tous de parasites ou de commensaux. Alors parasites, bénéfique pour l'un, négatif pour l'autre, commensaux, bénéfique pour l'un, mais neutre pour l'autre. Il propose de les appeler, parce que ce serait plus flatteur, d'être plus juste à leur égard en les appelant mutualistes. Et le mutualisme prendra sa place à côté du commensalisme et du parasitisme. Voilà, mutualisme, c'est à bénéfice mutuel. Alors, tout ça est encore plus anthropomorphique que vous ne l'imaginez. Car à l'époque, ce mot de mutualisme, avec quoi résonne-t-il ? Déjà, il résonne avec les mutuelles ouvrières, oui. Et notamment la toute première d'entre eux, en 1828, entre les Soyeux de Lyon, le devoir mutuel,
qui a pour but d'améliorer progressivement la position morale et physique des protagonistes du devoir mutuel, à se prêter mutuellement des ustensiles et à acheter collectivement, bref, en fait, à travailler ensemble ou bien collectif. Voilà, le mot est vraiment récupéré dans le domaine sociétal, d'autant que règnent autour de ces concepts des théories plus économiques, notamment avec les travaux économiques et sociales, avec les travaux de Proudhon, qui nous dit que l'équilibre des personnes est la première condition du nivellement des fortunes, laquelle ne résultera que de la mutualité. Et il établit une théorie qu'on appelle le mutualisme social, basée sur l'égale liberté, la réciprocité, la coopération et l'association volontaire en vue de la défense contre l'agression et l'agresseur. Bon, la chose est dite, ici c'est une transposition de concepts de philosophie politique et d'économie vers le domaine des sciences qui inspire ce concept de mutualisme né dans l'étude plutôt des animaux. Cependant, en 1866, il y a un travail très marquant dont on n'a pas finalement de rapport ou de facsimile, parce que c'est juste une conférence. Celle de Schwendener, qui en 1866 fait une conférence sur les lichens et propose, sur la base d'une observation bien connue et énigmatique, le fait qu'il y a des petites cellules rondes et vertes et des longues cellules filamenteuses et translucides dans un lichen. Il propose que le lichen soit l'union d'une algue, des petites cellules vertes, de clones d'algues, de multiples algues et de filaments de champignons. Alors le schwendenerisme, comme on l'appelle avec beaucoup d'ironie au départ, va être très très mal pris au début. D'ailleurs Nylander, un grand lichenologue du muséum qui a décrit plus de 3000 espèces, va aller s'enterrer à Clermont-Ferrand en réaction contre la montée du schwendenerisme au muséum, et mourra pauvre, oublié. Et par contre, malheureusement, la chose fait chemin parce qu'on va bientôt arriver. Quelqu'un que vous connaissez peut-être parce qu'il est connu comme botaniste faisait ses recherches là-dessus, Gaston Bonnier, va faire partie de ceux qui vont bientôt cultiver séparément et l'algue et le champignon, montrant leur existence indépendante et être capable ensuite de resynthétiser des choses ressemblant plus ou moins, il faut le dire, à des lichens en les remettant ensemble dans les mêmes conditions de culture. Bref, le schwendenerisme va faire un succès et cette nature double des lichens va inspirer beaucoup de travaux et beaucoup de concepts. Le plus connu d'entre eux, c'est sans doute ce que propose de Bary en 1879, donc une grosse dizaine d'années après, qui va poser sur la table le concept de symbiose comme das fortwährende und innige Zusammenleben ungleichnamiger Organismen. La vie d'organismes de non différents, donc d'espèces différentes, comprenez bien, la vie ensemble, Zusammenleben, durable et intime. Cette définition-là est tout à fait conforme à l'étymologie. Sain avec biosis, la vie. C'est un terme qui est sans doute subtilisé à un autre scientifique, je vais en reparler, ce qui montre que de Bary a beau être un grand homme, il a ses petitesses, il ne cite pas celui qui, dans une université à 30 km de la sienne, en Allemagne, va utiliser le terme de symbiotismus dès 1877. Mais bon, cette définition-là ne préjuge pas des échanges. Ça inclut les parasites qui ne tuent pas leur hôte, puisqu'ils vivent avec leur hôte. Ça n'inclut pas de mutualisme. C'est simplement le fait que parfois, des organismes vivent ensemble. C'est le sens large de la symbiose, conforme à son étymologie. Il dit d'ailleurs de Bary que l'exemple le plus connu, le plus parfait de la symbiose est le parasitisme complet, c'est-à-dire l'état dans lequel un animal ou une plante naît, vit et meurt sur ou dans un organisme appartenant à une autre espèce. Si vous fallait une preuve que la vision de Bary est très large de la symbiose, elle est écrite ici. Et d'ailleurs, cette acception-là persiste en anglais, où le plus souvent, le terme est utilisé dans son sens large. Mais le sens strict, qui est le sens très utilisé en français, est né avant, car c'est celui que proposait Franck en 1877, et lui aussi épiloguait sur les lichens dans cet article où il dit « L'union de deux organismes résulte en la formation d'une forme propre. C'est le vivre ensemble. » C'est pourquoi on peut recommander de désigner ces cas sous le terme de symbiotismus, une relation où le parasite se soucie aussi de la nutrition de son hôte, revêt une autre signification que le parasitisme. Donc en fait, quand il avait utilisé en premier ce terme-là, dans ce sens-là, Franck, lui, pensait à une association, non seulement une union intime, avec une forme commune, mais encore et surtout une réciprocité excluant le parasitisme.
Les deux existent toujours. Hein. Elles traînent toutes dans la littérature, et celle de Barry, d'ailleurs, comporte quand même des remarques qui sont des remarques qui font penser que de Barry échappe un peu à la notion de parasitisme et de compétition. Il dit que, regardez bien, ça c'est pas anti-darwinien, mais ça frotte quand même sur l'origine des espèces. Quelle que soit l'importance qu'on accorde à la sélection naturelle dans la transformation des espèces, bon, bah donc, il ne leur jette pas. Hein. Il est souhaitable qu'un autre champ de recherche s'ouvre à l'expérimentation, il l'écrit à propos de la symbiose, ce qui fait que lui-même n'est pas dupe du fait que certaines symbioses, par contre, ne sont pas nécessairement de l'ordre du parasitisme et sont quelque chose de plus complexe. Donc, on se retrouve finalement avec ce sens large et ce sens strict. Moi-même, je suis éditeur d'une revue qui n'est pas une revue avec un impact fabuleux, mais qui est assez intéressante à lire, Symbiosis. C'est une revue internationale, hein. Donc la Société internationale de la symbiose s'est fait piquer par un éditeur international, une histoire habituelle. Et dans cette... on publie tout ce qui est symbiotique au sens large. Mais quand on regarde vraiment les colonnes, j'ai fait le calcul il y a quelques années, 85% de ce qu'on publie, c'est en fait de la symbiose au sens strict. Donc, il y a ces deux définitions, et c'est vrai que même dans le monde anglo-saxon, le terme de symbiosis renvoie aussi à, un petit peu à de la... Enfin, un peu plus souvent que par hasard, à du mutualisme. Petite remarque, tout mutualisme n'est pas symbiotique. On peut très bien avoir des interactions à bénéfice réciproque sans vivre ensemble. Pensez aux pollinisateurs et aux insectes. Hein, aux insectes pollinisateurs, aux fleurs, voilà, ils ne vivent pas tout le temps ensemble. Donc ça peut être transitoire et donc on peut être mutualiste sans être symbiote. Et d'ailleurs, selon la définition, on peut ou non être symbiote sans être mutualiste. Bien. En fait, la contestation de l'évolution par ceux qui voient de la coopération va plus loin. Et j'aimerais maintenant prendre quelques pages de Kropotkin, qui est connu comme révolutionnaire russe, anarchiste, mais qui avant tout a été un biologiste et a commis un texte qui était surtout un texte de biologie en 1902 avec l'entrée d'un facteur de l'évolution. Alors regardez, j'étais persuadé qu'admettre une impitoyable guerre pour la vie au sein de chaque espèce et voir dans cette guerre une condition de progrès, c'était avancer non seulement une affirmation sans preuve, mais n'ayant pas même l'appui de l'observation directe. Bon, alors ça, c'est clairement une pierre dans le jardin de l'origine des espèces. C'est une pierre qui peut vous paraître un peu acérée, violente. Kropotkin continue en disant que l'entraide est autant une loi de la vie animale que la lutte réciproque. Donc là encore, on n'est pas complètement dans la négation de l'existence de lutte, de compétition ou de parasitisme. Mais enfin bon, comme facteur d'évolution, nous dit-il, la première, l'entraide, a probablement une importance beaucoup plus grande. Et je reviendrai sur la suite de ce texte plus tard. Ça veut dire que finalement, les gens qui voient l'entraide ont des problèmes avec les sciences de l'évolution qui sont beaucoup trop basées sur d'autres types de relations. Ils le disent, ils l'expriment, et inversement, quand on lit bien Darwin, il nous dit que la sélection naturelle ne peut pas possiblement produire aucune modification dans aucune espèce exclusivement pour le bien d'une autre espèce. Et il remet le couvert, si j'ose dire, avec exactement la même formule, un peu plus loin dans l'ouvrage. S'il pouvait être prouvé qu'aucune partie d'aucune espèce a été formée pour le bien exclusif d'une autre espèce, ça annulerait ma théorie. Parce que ça ne peut pas apparaître par sélection naturelle. Si vous avez quelque chose qui aide un autre, l'autre va se multiplier plus, mais le trait, c'est vous qui le portez. Donc le trait ne peut pas être sélectionné par le fait que l'autre se multiplie plus. D'où le exclusif. On va y revenir. Il n'y a pas d'hiatus. Mais si vous lisez ça trop vite, vous n'avez pas trop envie d'aller jouer avec ceux qui jouent avec la coopération et l'entraide. Et ça va être quelque chose qui va en fait créer une double division. Une division culturelle, avec un monde anglo-saxon qui a fondé une théorie de l'évolution sur la compétition, le parasitisme, la prédation, et ça existe. Et un monde continental en Europe, très souvent francophone, avec des élites qui sont souvent inspirées de penseurs qui ont travaillé sur la coopération, un Proudhon par exemple, et qui, elles, défendent la coopération et disent finalement, toutes ces théories basées sur la compétition, c'est secondaire, et au fait, parfois, l'évolution, c'est secondaire. Et c'est des cultures où va se développer très très lentement seulement l'habitude de travailler avec l'évolution comme un processus
biologique. Je vais y revenir, vous allez voir, il y a même des cas où c'est très aigu. Alors, finalement, on a une émergence très tardive de cette coopération. Pourquoi ? Une des raisons nous a été donnée par Claude, il y a beaucoup d'exemples où on ne voit pas les protagonistes. On ne voit pas les bactéries fixatrices d'azote. De même que d'ailleurs, dans les anémones, on ne voit pas trop les algues faisant la photosynthèse. Il n'y a que les parures colorées de ces anémones qui peut-être nous suggèrent quelque chose, mais pas très directement. Donc la première chose, c'est que très souvent, les associations se font avec des choses qu'on ne voit pas, et vous-même, vous êtes venu accompagné d'un microbiote formé de 5 à 10 000 espèces, eh bien ça ne se voit pas. Et en plus, j'étais assis parmi vous tout à l'heure, et j'ai même circulé pour le vérifier, ça ne se sent même pas, alors que ça pourrait être un indice. La deuxième chose, la plus importante, c'est que quand on parle des trains, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure. Or, nous dit la SNCF, c'est pas plus de 5% des trains. Alors, des fois, ils arrivent très en retard. Mais on aime bien parler des choses qui ne marchent pas parce que ça accroche l'œil et ça nous pose problème d'ailleurs. C'était pas étonnant qu'on trouve très vite la compétition ou la prédation ou le parasitisme dans les interactions biologiques parce que le résultat de ça nous pose problème, nous interroge. Et quand on creuse, on trouve des interactions biologiques derrière ces problèmes-là. Mais finalement, quand on creuse ce qui marche bien, on trouve aussi des interactions biologiques, on trouve aussi de la coopération, du mutualisme d'une façon générale, et éventuellement de la symbiose au sens strict, c'est-à-dire du mutualisme avec coexistence, on en trouve aussi. Sauf qu'on ne s'interroge pas trop sur pourquoi ça marche. On se demande souvent pourquoi ça ne marche pas. Et donc, c'est arrivé tard à la fois parce que parfois les partenaires sont dissimulés, mais aussi parce qu'à force de se demander pourquoi ça ne marche pas, on finit par oublier pourquoi ça marche. Une question sur pourquoi le ciel est bleu, pourquoi la mer est plutôt verte et parfois dorée. Tout ça, ça n'intéresse personne, c'est de la philosophie. Manque de chance, le pourquoi ça marche ordinairement cache souvent des réponses à comment faire ordinairement aussi. Alors, j'aimerais insister sur le fait qu'il y a un exemple qui cristallise tout ça, c'est l'émergence de la théorie endosymbiotique, à savoir qu'un certain nombre de composants de nos cellules, les mitochondries qui effectuent la respiration et les chloroplastes qui effectuent la photosynthèse, sont en fait d'anciennes bactéries. Ceci est le maïs, et vous avez dit le maïs, je suis bien content que vous ayez dit le maïs, parce que moi, en fait, je vois 3 lignées évolutives. Bien sûr, je vois les cellules hôtes, bon, qu'on peut appeler le maïs, mais je vois aussi qu'à l'intérieur, j'ai des petites structures limitées par 2 membranes, les mitochondries, comme nous en possédons, qui sont les compartiments où s'opère la respiration, et qui ne se produisent que par division, je vais y revenir. Et puis deuxièmement, j'ai des structures plus grandes avec des lamelles où se trouvent les pigments photosynthétiques, qui sont les plastes ou chloroplastes, qui sont ces parties de la cellule où se fait la photosynthèse et qui sont aussi limitées par 2 membranes. Et ça, aujourd'hui, on considère que ce sont d'anciennes bactéries. Alors on le considère d'autant plus qu'il y a de l'ADN dans les mitochondries, dans les plastes, tout comme il y en a dans le noyau, et cet ADN permet de reconstituer des phylogénies. Et si vous regardez par exemple où est le maïs, il est à 3 endroits dans la phylogénie du vivant qui est à l'écran, qui est une phylogénie à la fois simple et un peu dépassée. On voit très bien que le maïs, il est à côté de l'homme, d'algues vertes et des levures, parmi ce qu'on appelle les eucaryotes. Ça, c'est ce que disent les gènes qui sont dans le noyau. Mais si vous placez les gènes de la mitochondrie du maïs, vous serez proche des agrobactéries ou des rhizobiums que tu mentionnais tout à l'heure, Claude. Et si vous placez les gènes du chloroplaste, le chloroplaste est proche de bactéries photosynthétiques qu'on appelle des cyanobactéries. Donc aujourd'hui, on voit finalement ça comme une association. On voit ces plastes et ces mitochondries comme d'anciennes bactéries, voilà, comme des bactéries, quoi, voilà, mais qui vivent en permanence dans les cellules et nulle part ailleurs. Cette histoire-là est assez ancienne, car dès 1883, nous sommes quand même pas très loin de l'origine du terme symbiose, on est 4 ans plus tard. Schimper écrit que s'il est définitivement établi que les plastes ne sont pas formées de novo dans la cellule œuf, alors leur situation dans la cellule où ils se trouvent rappelle celle de symbionte. Peut-être une plante verte n'est-elle que l'union entre un organisme incolore et un microbe possédant des pigments chlorophylliens. C'est très moderne et ça repose sur l'idée qu'effectivement on ne voit jamais un plaste s'assembler comme ça, c'est toujours un plaste préexistant qui se divise en 2 et donc l'observation en microscopie optique souffle l'idée que c'est une bactérie. Ça va être aussi une idée qui va traîner autour des mitochondries. Et voilà un texte de Paul Portier, co-découvreur du choc anaphylactique, qui en 1815 écrit un texte qui ne paraîtra qu'en 18,
qui s'appelle Les Symbiotes, qui est un texte assez intéressant. Hein. Bon, alors, il y a à la fois dedans l'idée que les mitochondries, parce qu'elles se divisent tout le temps comme des bactéries, sont des bactéries. Il y a une idée un peu plus bizarre, qui est qu'au fait, ce qu'on appelle les vitamines, ce sont les mitochondries, et que s'il faut manger des vitamines, c'est parce qu'il faut manger des mitochondries pour refaire son stock. Donc, nous sommes dans l'histoire des sciences. Il serait vain de penser que les gens ont pensé et exprimé les concepts du futur. Ils ont d'autres concepts, mais qui peuvent paver le chemin jusqu'au futur. Et en l'occurrence, tout ça va déboucher sur un collapse, parce que si vous pensez que c'est des bactéries, alors vous allez vérifier le postulat de corps. Vous allez les extraire, les mettre en culture et essayer de les réinjecter. Et ça, la mise en culture, c'est pas possible. Enfin, on peut mettre en survie des plastes et des mitochondries, mais ça demande des technologies qu'on n'a pas à l'époque. Et donc, à votre avis, quand ils vont essayer de cultiver des mitochondries et des plastes, est-ce qu'ils vont y arriver? Eh bien si, ils y arrivent. Et en grattant un peu, on s'aperçoit que c'est des contaminants. Ça fait pas sérieux, ça. Par exemple, des fois, c'est des Escherichia coli. Je vous laisse deviner comment elles arrivent dans la boîte de pétri. L'idée, c'est que l'implication vérifiable qu'on peut les cultiver, ça ne marche pas. Et cependant, au début du XXe siècle, se développe une connaissance de la photosynthèse avec le cycle de Calvin, ou des métabolismes énergétiques qui font l'énergie cellulaire avec le cycle de Krebs. Tout ça, ça nous donnera, dans les années 50, 2 Nobel, mais dans les années 20-30, ça va contribuer à montrer l'unité fonctionnelle de la cellule. Car quand on regarde ces métabolismes, la cellule et ses organites interagissent, échangent plein de molécules, ça fait un tout fonctionnel. Bon, nous aussi, nous aujourd'hui, on sait que ce tout, il est secondairement établi. Mais n'empêche que quand on l'observe, il y a une certaine unité fonctionnelle. Et en plus, on n'est pas arrivé à cultiver les mitochondries et les plastes. Résultat, dans ce qui est le texte fondateur de toutes les études de biologie cellulaire, de biologie du développement qu'ont fait les humains entre 1920 et 1950, The Cell Development and Inheritance de Wilson, c'est vraiment le livre de cours mondial, jusqu'aux années 50. On a à propos de cette théorie sur l'origine bactérienne des organites, la phrase suivante, qui est une phrase d'ailleurs que je trouve. J'aimerais qu'aujourd'hui, les textes d'enseignement aient ce doigté, cette délicatesse. Regardez. Edmund Wilson nous dit que cette théorie est parfaitement infondée et que de telles spéculations peuvent paraître trop fantaisistes pour être abordées dans une société de biologistes respectables. En gros, il vous recommande de ne pas trop ramener ça sur le terrain de conversation. Mais ce qu'il explique, c'est que toutefois, il n'est pas impossible qu'elle soit un jour considérée plus sérieusement. Je reste persuadé en lisant cette phrase que lui-même était séduit par cette hypothèse, et ce qu'il dit, c'est considérer plus sérieusement ou infondé, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque où il écrit, il n'y a pas de preuves, mais il laisse la porte ouverte. Combien de choses dont nous sommes certains aujourd'hui seront fausses demain? Combien de faussetés d'aujourd'hui seront vraies demain? Je vous laisse raisonner là-dessus. En tout cas, lui laisse la porte ouverte, même s'il ne vous recommande pas trop de faire le malin avec ça. Voilà quelqu'un qui fera la maligne. Pour le coup, dans les années 60, Lynn Margulis qui va écrire un article de synthèse où elle propose de revitaliser cette hypothèse, article qu'elle proposera à 12 journaux différents avant d'arriver à le publier. Il faut dire que c'est une femme et à l'époque, ça ne se fait pas en sciences. Deuxièmement, Lynn Margulis écrit très mal. Il faut le dire, Lynn Margulis, elle est géniale, mais ses textes sont très bizarres et un peu, des fois, sinon très littéraires, du moins allusifs. Et ça ne paye pas du tout. En tout cas, elle va finir non seulement par publier cet article, mais dans les années 70, un livre vraiment inspirant, La symbiose dans l'évolution de la cellule. Et comment elle arrive à démontrer finalement ça? Elle a de nouvelles technologies sous la main. Elle a la microscopie électronique. Que nous dit la microscopie électronique? C'est que les mitochondries et les plastes sont entourées de 2 membranes, ce qui fait penser à la membrane propre d'un organisme et une membrane d'endocytose. Autour des rhizobiums, dans les cellules où ils vivent, on a la membrane du rhizobium et une membrane d'endocytose, c'est pareil. Donc ça fait vraiment penser à une bactérie dans une cellule. En plus, dans les années 60, on commence à découvrir de l'ADN, le fameux ADN qu'il y a dans ces plastes et dans ces mitochondries. Et cet ADN code pour des protéines. Alors au début, on ne fait pas de séquence d'ADN ni de séquence d'ARN, mais on peut comparer les séquences de protéines. Et voilà ce qui se passe, par exemple,
dans le premier arbre produit par Schwarz chez Edehoff en 1978, on voit très bien que vous avez ici tout l'ensemble des plastes, les plastes d'algues brunes, d'algues rouges, de glène et les spirulines, les cyanobactéries. Donc les plastes se mettent avec les cyanobactéries et les mitochondries se mettent avec les mitochondries de cheval, de neurospora, de ginkgo, se mettent avec tout un tas de bactéries. Alors, bon, les arbres de l'époque sont peu nourris d'exemples. On est plutôt, vous voyez, dans les bactéries photosynthétiques pourpres, qui sont les plus proches sur cet arbre. Donc on commence à avoir des preuves, et puis microscopie électronique, arbre. Il faut dire aussi que la connaissance de la biochimie des microbes a évolué. On commence à savoir que certains font la photosynthèse, comme les cyanobactéries, ou que d'autres respirent. Et tu nous as cité des voies respiratoires dans les rhizobiums qui témoignent de proximité avec ce qui se fait dans les mitochondries. Je dis souvent à mes étudiants qu'ils savent déjà ce que c'est que la respiration des rhizobiums, parce que pour simplifier, je leur dis, en gros, c'est comme une mitochondrie. Bon, souvent je les renvoie à leurs ignorances, mais au moins, ce n'est pas un truc à apprendre en plus. Alors, ce que fait Lynn Margulis, c'est d'accumuler ces résultats, et ce qu'elle nous raconte, en fait, c'est que nos technologies nous dictent une vision du monde. On ne voit pas le monde avec les technologies scientifiques, on voit une vision du monde, on voit un aspect du monde. Quand vous avez que la microscopie optique, vous vous dites, tiens, c'est des bactéries, ça se divise. Quand vous avez l'outil de mise en culture, ça rate, vous dites, non, ce n'est pas des bactéries. Bon, ça rate pour des raisons qu'on sait maintenant ne pas rejeter le fait que ce sont des bactéries, mais ça rate. Ensuite, vous faites de la biochimie, à l'intérieur de la cellule, vous voyez l'unité, c'est tout. Vous ne voyez pas la diversité d'origine. Ensuite, vous rajoutez de la microscopie électronique, plus de connaissances de biochimie des microbes, et surtout l'ADN et le fait qu'il y ait une information génétique dans les organites. Là, de nouveau, c'est des bactéries. Dieu sait ce qu'il en adviendra demain. En tout cas, Lynn Margulis rétablit tardivement cette hypothèse, et moi-même, je me fais manger la moitié de mes points à mon oral d'agrégation en 1991, parce que j'ai consacré dans la compartimentation cellulaire 30% de mon temps à parler de l'origine symbiotique de certains compartiments. Et en 1991, on me dit, écoutez, monsieur Solos, vous avez fait un exposé brillant, mais un tiers ne sert à rien, ça vous coûtera la moitié des points. Ok, rangé. Alors, non mais ça veut dire qu'en 91, c'est pas encore complètement gagné. Peu importe, on survit à un mauvais classement à la grecque. Le fait est que Lynn Margulis écrit des choses quand même bizarres dans le livre. Elle écrit d'abord, notamment, que la théorie de Darwin, le travail de Darwin est anthropomorphique et d'un intérêt limité. Alors, il y a plein de problèmes là-dessous. Bon. Un des problèmes, c'est que Darwin, comme il le dit dans un de ses carnets de notes, il pense en termes d'arbres. Et c'est d'ailleurs le seul dessin de l'origine des espèces. Une espèce peut faire quoi? Soit elle peut s'éteindre, soit elle peut en donner deux. Donc il pense finalement à cette théorie d'une émergence des espèces, les unes à partir des autres. Il pense qu'une espèce en donne deux. Et ça récapitule beaucoup de choses qui nous arrivent. Sauf ça. Parce que ça, c'est plutôt 3 espèces en donnent une. Si on suit ce qu'a dit quelqu'un dans cette salle, qui a dit c'est le maïs. Si vous croyez que c'est le maïs et pas une symbiose de 3 espèces, alors ça veut dire que dans ce que vous appelez une espèce, il y a un peu d'arbitraire, ok, c'est comme ça l'espèce, mais surtout, il y a l'idée que parfois les symbioses font des espèces, et que donc 2 donnent 1, c'est vous et vos mitochondries. Et que 2 peuvent redonner 1, c'est le cas des plantes quand en plus de leurs mitochondries, elles ont acquis leur plaste. Donc finalement, ce que propose Lynn Margulis, c'est qu'il y a un autre schéma d'évolution qui n'est pas darwinien, bon, et puis on en profite pour écrabouiller Darwin au passage, qui est peut-être un peu excessif, mais qui montre qu'on n'a pas résolu ce problème. Dans les années 70, et dans les années 80, avec ce qui va suivre, vous allez voir, on a toujours ceux qui font de la coopération qui luttent contre ceux qui font de l'évolution parce qu'ils ont trop exclusivement basé l'évolution sur la compétition et le parasitisme. Alors, dans un article qui la cite, parce que c'est plutôt une interview, de 91 dans Science, elle dit que les changements évolutifs ne peuvent pas être simplement le résultat de mutations aléatoires et que le néo-darwinisme, qui insiste là-dessus, c'est de la connerie. Alors elle le dit, voilà, et elle dit que le darwinisme sera sans doute un jour vu comme une théorie mineure du XXe siècle, une secte religieuse mineure du XXe siècle,
avec finalement tous les défauts de la science anglo-saxonne. Au passage, en face d'elle, elle se traîne des évolutionnistes brillants mais masculins qui ne se gênent pas, regardez les archives, il y a des débats qui sont filmés, de la prendre pour une femme. Et elle a dit certaines fois, et elle m'a dit à moi, que c'était un truc de macho, la théorie de l'évolution. Tout ça est complexe, hein, et il ne donne pas entièrement raison à Lynn Margulis. Mais l'idée, c'est qu'on se traîne quand même cette idée que pendant ce temps-là, en face, les gens n'aiment pas trop ces histoires de compétition gagnant parce que ça ne peut pas apparaître par sélection naturelle. Donc, on en vient à un point où on a une sorte de tension, et cette tension, elle est encore palpable dans les années 70-80, entre ceux qui parlent d'évolution et la base, surtout sur de la compétition et du parasitisme, et ceux qui parlent de coopération et en profitent pour jeter Darwin à la poubelle. Pour autant, il y a un vrai paradoxe. Quand vous avez des interactions, ici ce sont des petites crevettes nettoyeuses qui viennent nettoyer les petits restes et les parasites de la cavité buccale des poissons comme cette murène. Qu'est-ce qui va se passer ? Alors vous imaginez le pire, mais ce n'est pas ce que vous croyez. À un moment, la murène se dégage. Ça ne mange pas de crevettes, une murène. Parce que la crevette en a profité pour se tailler un beefsteak de gencive. Voilà la chose. Coopérer, c'est un risque d'abus. Moi, je travaille sur cette symbiose que tu avais introduite entre les champignons du sol et les racines des plantes, qui forment un organe mixte qu'on appelle la mycorhize, qui n'est ni racine, rhiza, ni champignon myco, mais la somme des deux. Au niveau des mycorhizes, s'opèrent des échanges nutritifs complexes, en gros des produits de la photosynthèse pour la plante, et des produits collectés dans le sol, eau et sels minéraux pour le champignon, ainsi que tout un tas d'effets protecteurs. Mais quand on voit ça, on se dit que la plante pourrait bien utiliser ce qu'elle donne aux champignons. Et ne vous leurrez pas, le champignon pourrait bien utiliser ce qu'il donne à la plante. Sur le papier, c'est très sympa comme entraide. C'est extraordinairement puissant d'ailleurs, parce que ça permet à la plante d'augmenter 10 000 fois le contact avec le sol, parce que le contact sol-champignon est 10 000 fois plus important que le contact sol-racine, 10 000 fois pour un coût en carbone, le coût d'un filament, qui est 100 fois inférieur. C'est une optimisation de l'ordre d'1 million. Ça rejoint les efficiences catalytiques dont vous avez pu parler. C'est des choses absolument fantastiques. Bon, alors c'est génial, mais ça coûte cher. Ça coûte une partie de ce qu'on pourrait utiliser. Ce n'est pas une vision de l'esprit, ça. On va prendre un trèfle souterrain, voilà, qui a des nodosités, mais aussi des mycorhizes, et on va regarder ce qui se passe quand on le cultive en sol stérile ou en sol où il y a des champignons capables de faire des mycorhizes. Déjà, regardons ce qui se passe dans un sol où il y a des champignons qui font des mycorhizes. Vous voyez que selon les ajouts de phosphate, rien, un peu, beaucoup, très beaucoup, là c'est du jardinage, là c'est de la grande culture, on voit que le pourcentage de racines colonisées diminue, la plante licencie le champignon dès lors qu'elle n'en a pas besoin. Et on voit que l'association n'est pas une propriété intrinsèque, mais quelque chose qui est dimensionné selon les besoins. L'entraide n'est pas une loi en elle-même, c'est quelque chose qui, dans certaines conditions, est utile. Mais regardez, le pire est à venir. Voilà les croissances sans champignons en rouge et avec champignons sur les racines. Alors vous voyez que quand il n'y a pas de champignons, plus on met de phosphate, plus ça grandit, normal. Quand il y a des champignons, plus on met de phosphate, plus ça grandit. Mais, alors que quand il n'y a pas de phosphate, l'ajout du champignon augmente la croissance de 45%, quand il y a vraiment beaucoup de phosphate, la présence du champignon diminue la croissance de 14%. Ça, j'appelle ça un parasite. Quelque chose qui réduit la croissance, ça peut être une définition du parasitisme. Alors, il y a peut-être quelques effets de protection, mais vous sentez qu'une grande partie de l'effet qui était l'amélioration de la croissance a disparu. Ce n'est pas une vision de l'esprit. L'idée, c'est que dans certaines conditions, le champignon est un poids et la plante ne s'en débarrasse pas complètement, peut-être parce qu'elle l'utilise à autre chose, mais en tout cas, sa présence n'améliore pas les choses. Et moi-même, je travaille sur des champignons, des plantes, qui exploitent complètement leurs champignons. C'est-à-dire que non seulement elles en prêtent de l'eau et des sels minéraux, mais elles prêtent aussi le sucre du champignon. Et ça nous donne des plantes comme ces deux orchidées-là de nos régions, ou des suspins, pour ceux qui connaissent ces plantes de la famille des Ericacées, ou tout un tas de gentianacées et de polygalacées tropicales, qui sont des plantes absolument sans chlorophylle, nourries par leurs champignons, qui par ailleurs se nourrissent sur d'autres plantes. Ce qui fait de ces plantes à la fois des parasites de leurs champignons et des parasites indirects des plantes qui nourrissent ces champignons. Bon.
Donc ce n'est pas une vision de l'esprit, hein. Les tricheurs, qui sont des parasites qui apparaissent dans le contexte d'un mutualisme, ce sont des parasites, hein, mais ils apparaissent dans un contexte où il y avait une relation à bénéfice réciproque. Ils peuvent apparaître par abus d'exploitation ou par non-réciprocité, c'est-à-dire on peut ne pas donner aux partenaires les ressources, ou on peut carrément manger le partenaire. Et c'est ce que font mes plantes. Là, elles abusent. C'est vraiment... Non mais, c'est-à-dire que c'est un abus du partenaire. Après, on peut très bien ne pas donner beaucoup aux partenaires, et dans ces cas-là, c'est de la non-réciprocité. Puis j'aimerais ajouter que ces tricheurs, ils apparaissent de deux façons. Ça peut être des variants d'une espèce qui auparavant coexistaient, des variants qui mutent, qui évoluent et qui deviennent des exploiteurs, donc des tricheurs, mais ça peut être aussi une autre espèce qui s'introduit dans le dispositif et qui vient utiliser une structure mutualiste, mais qui l'utilise de façon détournée. Et on peut prédire que tout ça se passe mal, n'est-ce pas? Et c'est ça tout le problème. C'est que si vous avez en compétition des altruistes, comme on les appelle, qui consacrent à leur reproduction une partie de l'énergie qu'ils prélèvent sur le partenaire, mais en consacrent une autre partie à coopérer, par rapport à des tricheurs, j'ai pris les pires, c'est ceux qui ne coopèrent plus, et du coup toutes leurs ressources sont destinées à se reproduire. Si vous faites tourner ça longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Ça a plus de descendants, donc le monde est destiné à être envahi de tricheurs. Et les mutualismes sont donc faibles par rapport aux tricheurs. Alors comment se fait-il qu'on ait des mutualismes? Je ne vous ai pas montré cette diapositive, mais il y a des preuves paléontologiques que les mutualismes vivent plus longtemps que les parasitismes. C'est-à-dire que les cas de figure de parasitisme s'écroulent évolutivement plus fréquemment que les cas de mutualisme. Alors, la réponse est assez simple. Enfin, elle n'est pas simple. Mais la conséquence, est assez simple. C'est que quand vous voyez ça et que vous êtes évolutionniste, vous dites, oui, l'entraide. Hein. Et si vous jetez le bébé avec l'eau du bain, un peu vite, effectivement, vous ne croyez pas finalement tellement pertinent de parler de coopération. Alors, il y a une première réponse à ça qui considère, oui, mais ça marche quand même mieux quand on coopère. Et ça, c'est vrai. Le problème, n'est-ce pas, on en parlait tout à l'heure, c'est la transition vers la coopération. Regardez, Kropotkin nous dit que la première, l'entraide, a beaucoup plus d'importance parce qu'elle favorise le développement de caractères éminemment propres à assurer la conservation et le développement de l'espèce. Oui, quand vous avez quelque chose qui coopère, vous vous portez mieux, c'est mieux, d'accord. Mais ça revient à dire que les groupes qui coopèrent fonctionnent mieux que les groupes qui ne coopèrent pas. Ça s'appelle de la sélection de groupes, et ça ne marche pas. Parce que notre problème, c'est comment, quand il apparaît un tricheur, il n'envahit pas le système. Notre problème, ce n'est pas de dire que les systèmes où il n'y a pas de tricheur marchent mieux. On s'en doute. Mais comment se fait-il que de tels systèmes existent, puisqu'à tout moment, une autre espèce ou un variant d'une des espèces protagonistes peut envahir le système en raflant tout? C'est ça la question. La question, c'est comment éviter l'apparition des tricheurs. C'est pas de dire que s'il n'y en a pas, tout va pour le mieux. Et tant qu'il en apparaît, tôt ou tard, ça rate. En fait, tout est dans cette phrase. Ça m'ennuie de dire ça, parce que je fais partie des gens qui trouvent que Lamarck est un petit peu oublié comme père de l'évolution. Mais quand même, Darwin, il y a des tas de choses géniales dedans. Il y a ce exclusivement qui traîne. C'est vrai que la sélection naturelle ne peut pas sélectionner un trait exclusivement pour le bien d'une autre espèce, parce qu'elle se reproduit plus, mais ce qui porte le trait n'en profite pas. Par contre, si ce n'est pas exclusif, alors là... Il y avait dans ce exclusivement des choses qui ont permis d'ailleurs à Darwin lui-même de travailler sur la coopération chez l'homme. Il n'y avait rien contre la coopération, Darwin. Mais si vous lisez ça trop rapidement, en fait, ce n'est pas évident de réconcilier les choses et de solutionner ce paradoxe qui est que la coopération, ça a l'air pas stable. Alors, je vais vous proposer plusieurs réconciliations, très simples. La première, c'est dans les conditions stressantes. Quand il y a du stress, le problème, c'est de survivre. Ce n'est pas les ressources. Vous finissez par avoir des densités d'individus qui sont en dessous du seuil de compétition. Il va y avoir assez de phosphate pour tout le monde, assez de lumière pour tout le monde. Le problème, c'est de survivre. Alors ça, on le voit dans des conditions désertiques ou dans des conditions d'altitude où les plantes font plutôt des tas. Et ça a été étudié. Quand en plaine, vous avez une plante qui donne des... on estime ici sa valeur sélective sous forme de fleurs ou de fruits. Vous avez une plante qui donne une certaine quantité de fleurs et de fruits. Puis vous enlevez toutes les autres plantes qu'il y a autour sauf elle.
Qu'est-ce qui se passe? On est en plaine. Il se passe comme dans vos écosystèmes agricoles, on utilise même des herbicides mécaniques ou chimiques pour ça. La plante pousse mieux. Là, il y a de la compétition. Maintenant, je me mets en altitude élevée. Ça, c'est en fait la compilation de plein d'études qui ont été faites par le monde à basse et à haute altitude. Je ne détaille pas. À haute altitude, vous avez votre plante qui donne un certain nombre de descendants, vous voyez, ou un certain nombre de fleurs ou de fruits qui sont des promesses de descendants. Vous enlevez les voisins, qu'est-ce qui se passe? Ça chute. Pourquoi? Parce qu'elle est plus protégée du vent, parce qu'elle est plus protégée du froid, parce que quand il tombe de la neige, elle est écrabouillée alors qu'il n'y a plus d'autre chose pour l'aider à porter la neige sans s'effondrer. Dans les conditions stressantes, ça marche mieux de coopérer. Et d'ailleurs, par parenthèse, tout à l'heure, il y avait un peu la preuve de ça, là. Quand on est stressé en phosphore, il vaut mieux payer un champignon. Mais quand on n'est pas stressé en phosphore, ce n'est pas la peine. Et d'ailleurs, ceci explique peut-être cette remarque de Kropotkin, toujours dans l'entraide, et aussi sa vision. Il dit « Le tien et le mien est beaucoup moins strict parmi les pauvres que parmi les riches ». Alors là, on commence à sentir le biologiste qui dérive vers la philosophie politique. Mais ce qui est vrai, c'est que Kropotkin, quand il étudie la nature russe, avec des hivers violents. Il est plus dans les conditions stressantes qu'on est dans la riante Angleterre. Et même si Darwin a peut-être surjoué son doute sur les forces de la compétition dans la construction de l'évolution, ce qui est certain, c'est que lui observe des écosystèmes où, justement à cause du stress, le stress saisonnier en particulier, la compétition a peut-être contribue un tout petit peu moins que la coopération à la survie. Ça, c'est mon interprétation de Kropotkin, vous pouvez y adhérer ou non, mais il y a quand même des conditions où il vaut mieux coopérer parce que sans coopération, on ne s'en tire pas, et parce que comme on s'en tire de toute façon mal, la compétition ne s'enclenche guère. Je reviens à cette image, la compétition pour la lumière, pour l'espace ou pour le sol n'est pas l'enjeu, là. L'enjeu, c'est de ne pas se faire ensabler, c'est de ne pas perdre trop d'eau et de ne pas se faire arracher quand il y a du vent. Et là, il vaut mieux coopérer. Donc, les conditions stressantes sont une première chose, mais force est de noter qu'il existe des coopérations bien en dehors de là. Mon deuxième point, c'est l'hérédité verticale, et j'aimerais reprendre les mitochondries et les chloroplastes. On peut imaginer une mitochondrie qui se met à se goinfrer dans la cellule et à pu faire son travail. On peut imaginer un plaste qui fait ça. Mais il va nuire à celui qui est le seul à pouvoir le reproduire. Parce que dans certains cas, les partenaires n'existent plus séparément, ils se reproduisent ensemble. Vous-même transmettez vos mitochondries. Les plantes transmettent à la génération suivante leur plaste. Tout ce qui abîme une plante et diminue sa capacité à se reproduire, va mécaniquement diminuer la capacité à se reproduire de ce qu'il y a dedans. Ben voilà. L'idée, c'est que chaque fois que l'association ne se refait pas, et parfois elle se refait, comme pour les rhizobiums, tu nous le disais tout à l'heure, parfois, chaque fois qu'elle est transmise verticalement, c'est très difficile de truander parce que vous jouez avec votre descendance. Par contre, plus vous aidez votre partenaire, plus il y aura de descendants qui porteront les vôtres. Donc la transmission verticale est aussi quelque chose qui résout un certain nombre des problèmes. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est une des choses. Et puis je voudrais surtout vous dire que nous sommes habitués à ce que tout ce qui est utile a un coût, parce que nous sommes en interaction avec d'autres humains qui utilisent les mêmes choses que nous, mais il y a des coûts nuls. Un coût nul, tiens par exemple, c'était le pipi de poisson. Ça ne coûte rien au poisson clown. Mais il y a de plus belles symbioses dans le monde microbien, et je ne résiste pas à vous montrer celle qui donne le méthane dans les méthaniseurs ou dans les écosystèmes naturels. Il était une fois dans un milieu sans oxygène une bactérie hétérotrophe qui fermente la matière organique en produisant son énergie de cette façon-là et de l'hydrogène. Elles vivent, ces bactéries, souvent à côté d'archées, qui, elles, vont fabriquer le méthane, vous allez voir, qui utilisent cet hydrogène et du CO2 pour faire un déchet, le méthane, et leur matière organique. Celles-ci sont autotrophes, celles-ci sont fermentaires. Alors, bon, à première vue, on se dit, tiens, c'est bien d'être à côté d'une source de H2, mais c'est plus compliqué. Ces bactéries vivent souvent en épousailles étroites. Elles sont scotchées les unes sur les autres, pour la raison suivante. Quand vous regardez l'énergie produite par la réaction de fermentation du H2, vous voyez que c'est une courbe qui monte et qui passe le zéro. Alors,
plus vous avez de H2, plus cette courbe monte. Ça veut dire que quand vous avez beaucoup de H2, cette réaction qui produit du H2 consomme de l'énergie. C'est bizarre, parce que normalement, c'est une réaction qui doit libérer de l'énergie. En revanche, on va y arriver. En revanche, si vous avez très peu de H2, alors la réaction est exergonique. C'est-à-dire qu'elle va libérer de l'énergie. Donc si je reviens à ce fonctionnement, pour que ça donne de l'énergie, il faut qu'il y ait très peu de H2. En d'autres termes, le H2 est toxique pour cette réaction, puisque quand il s'accumule, il rend cette réaction non plus productrice d'énergie, mais consommatrice. Comment entretenir une basse consommation en H2 ? En ayant quelqu'un qui en mange. En sorte que le H2 est non seulement une ressource nécessaire pour cette bactérie, mais une toxicité pour celle-là si l'autre ne le prend pas. Cet échange de déchets toxiques, c'est très fréquent dans le monde bactérien parce qu'il y a des métabolismes extrêmement variés et on finit par trouver des uns qui ont besoin vital de déchets des autres qui sont toxiques. Un autre exemple, c'est le nitrite. Dans les réactions qui conduisent de l'ammonium au nitrate, il y a une bactérie qui fait du nitrite et qui récupère l'énergie de la conversion de l'ammonium en nitrite, puis une autre qui transforme le nitrite en nitrate et récupère l'énergie de cette conversion. Le nitrite est vital pour la seconde et toxique pour tout le monde, notamment la première, donc il faut l'évacuer rapidement. Derrière la conversion d'ammonium en nitrite se cache ce qu'on appelle une syntrophie, c'est-à-dire un échange de déchets toxiques pour celui qui le produit, mais vital pour celui qui le consomme. Est-ce qu'on peut tricher ? Est-ce que cette bactérie peut aller voler de l'azote ou du phosphate à celle-là ? Elle ne peut pas lui donner moins, parce que ça c'est vital de donner. Sinon c'est toxique. Mais est-ce qu'elle peut aller lui piquer, je sais pas, de l'azote, du phosphate, ou est-ce que celle-là peut en voler à celle-là ? Non. Non. Ces échanges, ces symbioses reposant exclusivement sur l'échange de déchets toxiques pour celui qui produit et vital pour celui qui consomme, sont intrichables. On ne peut pas imaginer de scénario trichable. Et là, on voit que, à force d'avoir cherché des symbioses entre des plantes et des animaux qui ont peu ou prou quand même des intérêts interséquents, des ressources semblables et tout, on n'a peut-être pas trouvé les plus beaux exemples, les plus stables d'interactions symbiotiques, qui sont ces syntrophies microbiennes. Enfin, j'aimerais vous dire qu'il y a beaucoup de cas où les partenaires ne se laissent pas faire. Alors, les partenaires ne se laissent pas faire, et je vais revenir à mon interaction mycorhizienne. J'ai une racine ici qui peut être colonisée par deux champignons qui viennent de compartiments voisins. L'un n'a pas de phosphate, l'autre a beaucoup de phosphate. Et la plante reçoit des sucres radioactifs. À qui va-t-elle les donner, à votre avis ? Elle les donne préférentiellement au champignon qui a du phosphate, donc qui peut échanger avec elle, et moins à celui qui n'a pas de phosphate et ne peut pas beaucoup échanger avec elle. Inversement, quand vous avez un champignon qui a du phosphore radioactif et peut coloniser des racines, là il n'y a que le champignon qui passe de nouveau, sans saccharose ou en présence de saccharose, à qui donne-t-il le phosphate ? À ceux qui sont capables, aux racines qui sont capables de lui donner du saccharose. Alors là, on est dans un échange où il y a en fait un testing, c'est-à-dire que les partenaires s'associent un peu à l'aveugle, et seules continuent à fonctionner les associations où chacun reçoit ce qu'il attend de l'autre. Vous avez un choix de partenaires qui s'opère. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, j'avais suggéré que donc on avait une base de ressources qui était la même pour les tricheurs et les altruistes, et j'avais dit, voilà, comme les altruistes, ils en utilisent une partie pour coopérer, ils vont faire moins de descendants. Oui, mais en fait, le partenaire ne donne pas autant à tout le monde. Et en fait, dans beaucoup de cas, il ne donne plus beaucoup aux tricheurs. Et le tricheur aura beau consacrer beaucoup ou tout à la reproduction, il se reproduira éventuellement moins que l'altruiste. Ces scénarios-là sont des scénarios de coévolution. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de sanction qui s'opère contre les tricheurs. Et si la plante est capable de trier les champignons, d'ailleurs, les plantes fixatrices d'azote sont capables de trier les rhizobiums aussi. C'est parce que dans leur histoire, elles ont été confrontées à des tricheurs, et toutes celles qui n'avaient pas le moyen de trier les tricheurs ont disparu. Cette sanction résulte d'une pression de sélection exercée par les tricheurs qui ont favorisé les plantes capables de répondre dynamiquement.
Donc, quelque part, la sanction que vous observez là, c'est le résultat de la présence de tricheurs. Mais ces tricheurs se retrouvent contre-sélectionnés par le mécanisme. Donc vous vous retrouvez dans une situation où une espèce sélectionne l'autre et vice-versa. C'est des situations de coévolution. Alors ces situations de coévolution, sur le papier, ça a l'air de bien marcher, mais enfin, ne marche pas toujours bien. Et oui, il y a un moment éventuellement où cette coévolution déraille et on voit apparaître une stratégie tricheuse qui marche. C'est un processus dynamique et ce n'est pas forcément ces histoires de coévolution et de sanctions quelque chose qui va définitivement résoudre le problème. C'est une lutte permanente face à l'émergence de nouveaux mécanismes de tricherie. Mais ça peut à un moment avoir résolu tous les risques de tricherie antérieurs. Et en tout cas, on comprend mieux ce exclusif dans Darwin, parce que dans tous les cas que je viens de vous dire, en fait, ce n'est pas pour le bien exclusif de l'autre espèce que ça se passe. On a une forme de réconciliation où le bien de l'espèce qui porte le caractère de coopération passe par la présence du partenaire, même si au passage c'est bon pour le partenaire aussi. Tout ça, ce sont des scénarios de réconciliation. Le temps avance assez pour que je ne dise qu'un mot de la victoire de l'enfermement. Il existe quelques pays au monde où les gens, quand ils ont faim, ils se font mettre en prison parce qu'on sert des repas. Quand vous êtes emballé dans un partenaire, le partenaire n'a d'autres ressources s'il veut que vous fonctionnez. Alors ça, c'est pour les cas où il y a un emboîtement. Celui qui est emboîté, on peut se dire, il est en prison. Oui, mais en fait, c'est lui qui force la main. Pourquoi ? Parce que si vous ne nourrissez pas vos mitochondries, vous ne respirerez plus. Elles dépendent strictement de vous, puisqu'elles sont enfermées. Si vous ne nourrissez pas vos chloroplastes, vous finirez sans photosynthèse. Et donc, il y a aussi des constructions qui sont intrichables. L'hôte, quand il enferme complètement le partenaire, il ne peut pas tricher, parce que s'il ne donne rien au partenaire, il n'en tirera rien. Et alors, tout ça est un formidable bricolage, parce qu'au bilan, il n'existe pas une loi de l'entraide, contrairement à ce qu'on dit parfois. Il existe des bricolages, des fenêtres momentanées dans l'évolution, dans la coévolution, ou des fenêtres par construction, où ça marche. Mais il n'y a pas de loi de l'entraide. Il n'existe qu'une place pour l'entraide derrière des forces de coopération, des forces de compétition, de prédation et de parasitisme. Oui, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas de l'entraide, mais qu'il serait vain de vouloir construire l'entraide sans tenir compte de la réalité première de la compétition et du parasitisme, et sans tenir compte du fait que le risque est permanent, que la chose bascule. Oui, malheureusement ou heureusement, ça peut durer longtemps l'entraide, mais c'est une construction par-dessus les lois darwiniennes, et dont aujourd'hui, d'ailleurs, les sciences darwiniennes, les sciences de l'évolution, plutôt néo-darwiniennes, savent tout à fait tenir compte. Le hiatus dont je vous ai parlé est résolu, mais il mérite qu'on s'y penche, et pas qu'on le balaye d'un revers de main, quitte à balayer le travail des autres au passage, ce qui fut fait trop longtemps. Et c'est de ça dont je voulais vous parler.